diplômé de l'IEP de Bordeaux, docteur en théologie, avec une thèse soutenue sur l'éthique d'André Dumas, un autre intellectuel du XXe siècle protestant français dont il faut faire vivre la mémoire, ou réexhumer la mémoire. Il a dirigé un ami de Jacques Ellul, oui, tout à fait. Il a dirigé, et donc des questions de Jacques Ellul de temps en temps dans ton livre, hein, puisque la thèse a été publiée. Il a dirigé la brochure intitulée Jacques Ellul, l'actualité d'un briseur d'idoles. C'était donc une compilation d'articles publiés chez dans Réforme en 2004. Il a publié un ouvrage intitulé Jacques Ellul, l'espérance d'abord, chez Olivetan en 2012, et d'autres ouvrages sur l'écologie et les questions de société. Et donc aujourd'hui, il vient nous parler de la thématique suivante, l'idée de la nature, force réactionnaire, point d'interrogation. Voilà, donc tu vas sans doute, comme tout le monde, parler pendant 50 minutes. Vous allez tenir les 30. Merci. Et donc nous sommes tout oui. Grand merci à toi Stéphane. Nous t'écoutons. Merci à vous. Donc j'ai un double défi, parler seulement 30 minutes et vous empêcher de vous endormir, vous qui avez mangé des spätzle et bu de la bière. Sans compter les galettes à la pomme de terre, j'ai les noms. En quoi faut-il craindre la technique d'un point de vue éthique? Dans les débats sur la bioéthique, actuellement, ces dernières années, une partie de ceux qui se revendiquent de la pensée de Jacques Ellul, notamment dans les milieux catholiques, on pourrait penser à ce qui se passe autour de la... J'ai démarré mon chronomètre. Bien sûr, mais bon élulien, la technique ne marche pas. Bon, on va faire ça. Donc une partie de ceux qui se revendiquent de la pensée de Jacques Ellul, notamment du côté d'un certain catholicisme, je pense à la revue Les Mythes, à l'écologie, au mouvement de l'écologie humaine, ou Vincent Chénet, qui anime le journal La Décroissance. Pour eux, ce que la technique met en danger, c'est la nature humaine, les lois ou les institutions naturelles, comme la famille ou la différence des sexes. Une phrase de Gauthier Besse, fondateur de la revue Les Mythes, illustre ce point de vue. Défense du mariage, défense du bocage, même combat. Il s'agit de la défense des équilibres naturels. Dans les textes de ce courant, on s'aperçoit que le terme nature voit confondu le sens d'écologie scientifique, la zoologie, le naturalisme, donc les plantes, les animaux, les humains, les écosystèmes, et une vision philosophique du terme nature, s'ancrant dans une certaine métaphysique, celle d'une compréhension néo-thomiste, donc une compréhension moderne de la pensée de Thomas d'Aquin, donc la théologie naturelle catholique telle qu'elle fut promue par Jean-Paul II et Benoît XVI, donc une certaine façon de comprendre la théologie naturelle dans le catholicisme qui n'est pas la seule façon de la comprendre. De nombreux écrits d'Ellul et Charbonneau sont certes très critiques sur les évolutions des questions sexuelles et familiales, et très critiques et même un euphémisme, en partant de l'article de 1949 de Réforme dans Ellul contre l'immoralisme facile de Sartre, Beauvoir et Vian, jusqu'au fameux article de Ellul dans Réforme en 87 sur le sida, en passant par les pages très pamphlétaires d'Ellul dans les combats de la liberté sur la liberté sexuelle, et je pense à un texte aussi très critique de Charbonneau dans La nature du combat. Donc, à cette aune-là, si le sentiment de nature est une force révolutionnaire, est-ce que ça voudrait dire que l'idée de nature serait une force réactionnaire chez Ellul et Charbonneau? Il nous semble au contraire que ce n'est pas le cas, et que pour eux, ce que met en cause la technique est d'un autre ordre, une vision de l'humain qui n'est pas une nature humaine, mais une dialectique de la nature et de la liberté. Et en plus d'une nature à la fois très concrète et très dialectique dans son rapport à ce que sont les humains. Se pencher ainsi sur les différents sens du terme de nature et les débats qu'il recouvre chez Ellul et Charbonneau peut nous aider à ne pas nous tromper d'écologie et de ne pas nous tromper de critique de la technique quand nous les appelons à la rescousse dans les débats éthiques. Alors, ce que n'est pas la nature chez Ellul et Charbonneau. Ellul estime-t-il qu'il y a des réalités sociales que l'on puisse qualifier de naturelles
au sens catholique d'instituer par Dieu et donc à défendre comme telle. Cette vision ne serait pas cohérente avec son positionnement barthien, donc disciple de Karl Barth, et dans le barthisme, la pierre de touche d'un Dieu tout autre, d'une réalité mondaine entièrement différente, qui démarque le barthisme et Ellul à la fois du libéralisme protestant que d'un certain catholicisme. Pourtant, l'intellectuel protestant a dû se défendre jusqu'au début des années 60 du fait qu'il y aurait dans sa réflexion des institutions naturelles. La première référence à des institutions naturelles pour Ellul, c'est un petit texte de 1942 dans un ouvrage qui s'appelle « Les communautés naturelles », où il met en opposition, je cite, donc en opposition les communautés naturelles, famille et patrie, et les communautés factices. Il relève l'existence de ces communautés dans l'Ancien Testament, et il estime que le peuple hébreu a reçu ces institutions de Dieu, donc la famille et la patrie. Alors vous avez entendu, famille, patrie, 42, ça pourrait effectivement un peu inquiéter. Le texte, quand on le travaille, est plutôt un texte qui, malgré la censure et la période de parution, essaie de dire par exemple que la nation ne peut pas être basée sur la race, et que la nation telle qu'elle est construite par le totalitarisme n'est pas la nation voulue par Dieu. Une autre, cette idée d'un ordre naturel dans le monde est encore présent, ou a été compris comme présent, dans un ouvrage de 1946 sur le fondement théologique du droit. C'est-à-dire que certains ont vu dans son texte le fait que si le théologien dénie toute nature divine aux institutions humaines, le juriste sauverait un élément de la désacralisation barthienne, le droit. Donc cette idée qu'Ellul pourrait penser qu'il y a des institutions naturelles et divines dans le monde, c'est quelque chose qui est présent jusqu'au début des années 60 dans les gens qui interpellent Ellul, puisque à 2 reprises au début des années 60, il doit s'en défendre. En 1961, dans le contexte de la guerre d'Algérie, il est interpellé sur le caractère naturel ou non des nations. Et Jacques Ellul est obligé de préciser les choses et de revenir sur cette idée d'institution déposée par Dieu dans le monde. Donc c'est dans ce numéro du christianisme social où il y a un texte qu'il attaque et il répond à ce texte-là sur une page. À la même période, il précise les choses dans ce qui a été réédité comme les sources de l'éthique chrétienne. Donc il est obligé de répondre à cette idée-là, notamment comment il comprend ce qu'on appelle les ordres de création. Et il précise, parler d'une nature, N majuscule, et d'une surnature, N majuscule, toute la Bible crie contre cela. Il dit plus loin, rien n'est indemne, l'ordre de la création tout entière a été bouleversé, tout a été soumis à la vanité du péché. Bernard Charbonneau n'exprime pas en termes théologiques mais politiques ce refus d'un ordre naturel, a fortiori un ordre naturel qui pourrait asseoir un ordre politique conservateur. Il le dit lui donc sur un ton politique. Dans les années 30, dans le sentiment de nature, force révolutionnaire, il dénonce que le retour à la nature soit une phrase qui milite à droite, car, je cite, « La droite voit dans le retour à la terre non pas une vie qui forge les hommes libres, mais une soumission aux forces opprimantes de la nature. La société naturelle, c'est la société qui conserverait les privilèges des classes possédantes. » Il redit à peu près la même chose en 1985 dans Combat Nature, quand il est amené à préciser la place de l'écologie par rapport à la droite et à la gauche. Donc, contre un ordre naturel, mais aussi, plus fondamentalement, contre la théologie naturelle. Au-delà de l'idée d'un ordre naturel de la société, toute théologie naturelle semble, au fur et à mesure des ouvrages, rejetée par Ellul et Charbonneau. C'est exprimé tout le long des ouvrages, donc en particulier ceux sur la liberté. Dans le même ouvrage où Ellul vilipende la liberté sexuelle, il critique, je cite, « les défenseurs de la morale traditionnelle, ceux qui condamnent les excès actuels et invoquent la nature. Et il rejette tout le courant théologique et religieux qui assimile la volonté de Dieu à la nature. » Ainsi, pour lui, l'argument de la nature
ne peut être, je le cite, ne peut être retenue contre la pilule, la condamner parce que l'on désobéit par là à la nature qui associe la procréation à l'acte sexuel, c'est nier toute l'action de l'homme depuis les origines, et c'est récuser la spécificité de l'homme, c'est-à-dire de produire, j'y reviendrai, de l'artificiel. Ça ne l'empêche pas de condamner quelques pages plus loin le développement de la liberté sexuelle, et il dit notamment que c'est nullement un triomphe de la liberté, mais bien de l'égoïsme. En fait, de manière assez conforme à une position protestante historique, les bornes pour élus ne sont pas posées par le nature contre nature, mais par la révélation de Dieu dans la Bible. Je le cite encore, « Ce n'est pas pour obéir à la nature que nous devons refuser radicalement adultère, prostitution, sodomie, amour en groupe, sadisme. C'est simplement et exactement par obéissance à la volonté de Dieu qui est exprimée tout à fait clairement. » Bernard Charbonneau attaque également la théologie naturelle par son versant libéral, quand il écrit, Frédéric en a parlé ce matin, son virulent pamphlet contre Teilhard de Chardin, prophète d'un âge totalitaire. Il s'en prend notamment aux expressions Christ cosmique et sainte matière, qui sont des expressions de Teilhard de Chardin. Pour lui, tout cela, je cite, ramène à une religiosité élémentaire qui identifie l'esprit aux choses et personnalise les forces de la nature. C'est l'idée simple, celle du païen qui survit dans le matérialisme moderne, d'une transcendance immanente, d'un esprit éternel et absolu, identifié au monde éternel et absolu. Charbonneau, dans cet ouvrage, se demande si cette théologie naturelle ne trahit pas d'abord un anthropocentrisme, je le cite, « Rien n'est plus anthropocentrique que cette justification qui fait de l'homme et de son intellect le nombril de l'univers. La cohérence du cosmos teilhardien, une fois de plus, ne fait que refléter celle de notre esprit. » On peut noter qu'il fera quelques années plus tard la même critique à Rousseau et à sa vision de la nature mère, c'est-à-dire que c'est un anthropocentrisme qui étend la vision de l'homme à la nature, critique qu'il fait dans le Jardin de Babylone. Et donc au bout du compte, cette façon de voir les choses ne serait qu'une manière de nier la nature. Pour Charbonneau, s'il n'y a pas de véritable transcendance, il n'y a pas de véritable immanence, et pas d'amour de la nature pour elle-même. Je le cite, « Aimer la nature parce qu'elle est la nature, et non un reflet de l'humain et du divin. » C'est ce que lui souhaite. Alors, si la nature, ce n'est pas un ordre naturel et ce n'est pas la théologie naturelle, qu'est-ce que c'est pour Ellul et Charbonneau ? Pour Ellul et Charbonneau, la nature n'est pas un ordre métaphysique, mais d'abord quelque chose de très concret. C'est des amoureux de la montagne, mobilisés contre des projets destructeurs de la côte aquitaine, contre l'extraction du gaz à lac, etc. On en a parlé. D'ailleurs, quand on regarde ce qu'il cite spécifiquement quand il parle de la nature, on parle en général plutôt d'un milieu dans lequel l'humain peut se trouver. Ellul utilise les termes milieu naturel, monde naturel, niche écologique de l'humain. Charbonneau évoque les prairies, le torrent généreux, le plein champ, les eaux libres et poissonneuses. La nature est aussi évoquée par Ellul et Charbonneau comme une série de fonctionnements, à vrai dire un peu stéréotypés, que démentent aujourd'hui la plupart des études zoologiques comme éthologiques, qui étudient les relations entre animaux et entre les humains et la nature. Ainsi, Ellul parle de la pulsion naturelle de l'homme à se reproduire. Charbonneau parle du règne dans la nature, de la lutte pour la vie, où les forts dévorent les faibles, ce qui est vrai, mais c'est une vision un peu courte des écosystèmes. Et puis ailleurs, de la loi naturelle qui fait croître et multiplier les espèces. Mais on peut remarquer que ces stéréotypes sur la nature sont rarement dans des textes qui parlent de la nature ou de l'écologie. Ils sont souvent placés en début des textes pour appuyer des raisonnements sur des réalités sociales. Ainsi, s'il faut réguler la population, donc ça c'est dans Combat Nature, s'il faut réguler la population pour préserver la nature, cela va contre la pulsion naturelle de l'homme à se reproduire, selon Charbonneau. Si les rares moments où Ellul et Charbonneau donnent des exemples de nature peuvent laisser penser qu'ils décrivent par là des êtres vivants non humains avec lesquels l'humain cherche la relation, dans un écosystème, dans un milieu naturel, on ne trouve pas la définition de la nature par elle-même, comme d'habitude, ni pour la technique, ni pour l'esprit.
c'est des ennemis des définitions, en particulier pour la différencier de ce qu'est la nature domestiquée ou artificialisée. Alors, il me semble qu'au fond, la nature, pour Élude Charbonneau, ça apparaît d'abord comme un concept herméneutique, comme un concept heuristique, c'est-à-dire un concept qui permet d'abord de dire des choses importantes sur ce qu'est l'humain, sur ce qu'est l'humanité, et sur ce qu'est au fond la course de l'humanité. La première chose, et principalement pour Charbonneau, la nature, c'est une suite d'épistémés qui disent l'homme lui-même. Donc épistémé, c'est à un moment dans l'histoire, comment se fixe un ensemble de vérités qui permettent de dire ce qui est concevable, pas concevable, ce qui détermine les conceptions du moment. Dans le Jardin de Babylone, le terme nature apparaît comme une manière de décrire donc une suite d'épistémés des relations entre l'humain et les êtres vivants non humains. Et cela sans nier les interactions entre les humains et les non-humains. Ces relations définissent l'homme lui-même, selon Charbonneau, comme il le dit à la fin de son introduction. Finalement, la nature n'est qu'un des noms que celui-ci s'est donné. Donc, la nature n'est qu'un des noms que l'homme s'est donné. Donc, vous connaissez ces différents épistémés, je ne vais pas les développer. Ça commence par une période où la nature est tout et pour cette raison ne se définit pas. Charbonneau écrit « Comment nos ancêtres auraient-ils parlé de la nature? Ils la vivaient et ils étaient eux-mêmes la nature. » La nature apparaît pour Charbonneau avec le judéo-christianisme qui opère une séparation. Et il dit « Si dans le premier état, donc de fusion, l'humain pouvait la combattre ou l'adorer, ce n'est qu'avec la séparation que l'humain peut l'aimer. » L'âge d'or pour Charbonneau, l'épistémie qui serait pour lui l'âge d'or, c'est la campagne au XVIIIe et au XIXe siècle, qui l'oppose à la banlieue rurale qui se développe après 1945. Dans ce temps-là, la nature est d'abord comprise comme l'accord de l'humain avec les autres êtres vivants. La campagne existe par démarcation avec la ville, mais la campagne surtout est le résultat de l'accord des humains avec la nature. Je le cite, « La nature est à la fois la mère qui nous a engendrés et la fille que nous avons conçue. L'homme et la nature, je le cite encore, le présent et le passé, dans la campagne, ont eu le temps de l'accord. » Charbonneau restera toute sa vie un grand défenseur de la campagne. Il reprend ce thème dans un de ses textes de combat nature en 1983, où il invite les écologistes à s'engager dans la défense de la campagne et pas seulement dans l'agrobio. À travers cette insistance sur la campagne et par exemple la réserve ou même le rejet que partage Ellul avec Charbonneau sur les réserves naturelles, qu'ils expriment à peu près à la même époque, au début des années 70, il apparaît que la nature n'est donc pas le sauvage, ce n'est pas l'immuable, mais c'est un historique, construit dans un équilibre fragile et construit lentement. D'ailleurs, pour Ellul, l'humain ne peut s'empêcher de construire, de créer de l'artificiel. Dans un passage où il s'oppose à l'idée de nature humaine dans les débats d'éthique sexuelle, je le cite, « Où est-elle cette nature humaine? Je vois des civilisations où la pédérastie était recommandée. » Il souligne que l'histoire de l'homme est celle de son combat contre la nature et sa volonté de créer un artificiel qui lui permet de se libérer des contraintes de la nature. La spécificité de l'homme est précisément de ne pas obéir. Il met un point d'exclamation. Celui-ci, même si nous arrivons à dissiper le vague du concept de nature, n'est ni un modèle, ni une limite infranchissable. L'artificiel n'étant rien condamné dans la Bible, qui ne nous donne nulle part l'ordre d'obéir à la nature. En fait, pour Ellul, tout semble, et c'est étonnant pour Ellul, une question de degré. Quand Ellul dénonce l'artificialisation que produit la technique, il s'agit de l'idée que l'accumulation des moyens techniques, et là c'est dans La technique ou l'enjeu du siècle, il écrit « C'est l'accumulation des moyens techniques qui crée un monde radicalement différent du monde naturel. Il détruit, élimine ou subordonne ce monde naturel, mais ne lui permet ni de se reconstituer, ni d'entrer en symbiose avec lui. » C'est bien l'artificialisation devient un problème quand il n'y a plus justement cette création de campagne dont parle en parallèle Charbonneau. L'autre sens que prend la nature pour Ellul et Charbonneau, c'est que la nature est une série de paradoxes qui disent l'humain lui-même.
Donc une série d'épistémés et une série de paradoxes. Par exemple, ce paradoxe qu'évoque Charbonneau, mais qu'évoque aussi Lulager, où il souligne que les passionnés de la nature sont l'avant-garde de la destruction. Un phénomène qu'Élulle et Charbonneau dénoncent dès les années 30 dans le sentiment de nature force révolutionnaire et qu'on retrouve également dans le Jardin de Babylone. Élulle le souligne au début des années 70 dans un texte contre la défense de l'environnement qui paraît dans France catholique. Et en fait, ce paradoxe existe parce qu'il y a un paradoxe fondamental que nous avons évoqué précédemment. La nature n'apparaît que lorsque l'humain se sépare d'elle et depuis cherche sans cesse à la retrouver. Cette séparation entraîne la disparition de son caractère sacré. Elle est à la fois ce qui fait l'humain, qui le fait sortir de la terreur ou de l'adoration et peut enfin aimer la nature, mais ce qui fait aussi qu'il peut accepter de la détruire. Pourtant, c'est donc on a une contradiction, un paradoxe, mais pour Charbonneau, si cette contradiction disparaissait, je le cite, si cette contradiction disparaissait dans les choses, elle subsisterait dans l'homme, et il est bon de s'y attarder, la contradiction étant féconde pour qui la supporte. La contradiction étant féconde pour qui la supporte. Donc la nature serait donc plutôt une façon de dire l'homme, une compréhension heuristique, herméneutique, notamment à travers les épistémés et les contradictions. Pourtant, s'il n'y a pas de nature métaphysique, d'ordre naturel ou de réalité sociale naturelle instaurée par Dieu chez Élulle et Charbonneau, s'il n'y a pas plus pour l'humain à se conformer à ses fonctionnements, pourtant, reviennent régulièrement des expressions chez Élulle et Charbonneau comme l'humain dans l'essentiel, Élulle à propos des transformations entraînées par la technique, le propre de l'humain à propos de la guerre, la spécificité de l'homme à propos de sa capacité à ne pas se conformer à la nature, l'esprit humain, la nature humaine, et bien sûr, l'usage moins de fois répété du générique l'homme. Bien sûr, il n'est nulle part défini et théorisé, encore une fois, toujours pas de définition, mais il y a l'intuition que ce propre de l'humain est en rapport avec la nature. Je cite encore Charbonneau, « Nature, ce mot éveille en nous le pressentiment d'un donné fondamental et sacré qui est à l'origine de notre vie, physique et spirituelle. » Ainsi, s'il n'y a pas de sens déjà donné naturellement de ce qu'est l'humain, s'il faut se battre contre un sens imposé par la technique et les nouvelles idoles, par exemple la sexualité, sur ce que serait l'humain, est-ce que la compréhension qu'ont Élulle et Charbonneau de ce qu'est l'humain, ça ne serait pas un appel à sans cesse s'interroger et interpeller pour préserver l'humain et le redéfinir alors qu'il est menacé par, j'y reviendrai, la seconde nature. Le propre de l'humain serait donc d'essayer sans cesse de se trouver lui-même dans un triangle avec la nature, son lieu d'opposition et d'interaction avec la forêt, la rivière, la montagne, la liberté, son lien avec Dieu, la nature, Dieu et l'humain. Il me semble que ce triangle-là, Élulle et Charbonneau le vivent d'abord dans le sentiment de nature et sa capacité de désaliénation. Alors je cite ce passage qui est un passage favori sans doute de nos deux auteurs, qui est dans le sentiment de nature force révolutionnaire. Dans un bureau du centre-ville, un employé travaille depuis déjà quelques heures. Il range ses fiches, écrit une lettre d'affaires et jette de temps à autre un regard machinal sur la pendule. Mais soudain, une bouffée de fièvre monte en lui. Il pose la plume sur le bureau et pendant quelques instants, sa pensée vagabonde au souvenir d'un abreuvoir de bois où un filet d'eau tombe avec un bruit régulier. Voilà, le sentiment de nature vient de s'infiltrer dans ce bureau morne de la grande ville. Le sentiment de nature est donc cette expérience du saisissement qui nous secoue, qui secoue nos façons de vivre et qui, dans les contraintes du monde, réveille notre liberté par ce désir de retrouver le contact de la nature. Ce sentiment de nature, et c'est ce que j'avais appelé ailleurs une surprise éthique, et qui rejoint d'autres penseurs comme Emerson, Thoreau au XIXe siècle, Albert Schweitzer en 1918, où confronté à la nature, confronté à la grandeur de la nature, à son côté contrariant, à son côté surprenant,
les personnes sont réveillées dans des périodes où, dans la modernité, il y a des sauts dans le désenchantement du monde. L'industrialisation et la marchandisation de la société pour Thoreau et Emerson, l'industrialisation de la guerre pour Schweitzer, et donc la prise de pouvoir par la technique pour Charbonneau et Ellul. Donc cette surprise éthique fait naître un sentiment de sacré, mais en situation de responsabilité vis-à-vis de la nature, mais également nous alerte sur notre embrigadement dans des totalités industrielles. Au fond, l'humain est sans doute pour Ellul et Charbonneau une articulation de la nature et de la liberté. L'essentiel pour Ellul et Charbonneau, on l'a dit maintes fois, est la liberté. Charbonneau insiste particulièrement sur une articulation de la nature et de la liberté jusqu'à la redondance. Alors j'aurai des citations du Jardin de Babylone où la même phrase semble revenir un certain nombre de fois, en gros, car la nature c'est l'homme, elle n'est qu'un des noms de la liberté. Et puis bien sûr dans la nature du combat, force révolutionnaire, où à plusieurs reprises il dit nature et liberté. La première raison est un constat générationnel, c'est que pour Ellul et Charbonneau, ce qui détruit la nature est aussi ce qui détruit la liberté de l'homme. Si la liberté de l'homme a été le moteur et la justification d'un bouleversement de la Terre par le système technicien, c'est cette technique qui menace à son tour la liberté de l'humain et l'humain. Aussi pour cela, qu'Ellul et Charbonneau ont ces positions tellement à contre-courant et tellement fermes sur la sexualité et ses évolutions, où la technique, pourtant, a été synonyme pour beaucoup de contemporains de liberté. Ce n'est pas au nom de la défense d'une nature humaine ou d'une obéissance au cycle naturel, encore moins au nom d'une morale ou d'un ordre traditionnel qu'ils prennent ces positions sur la sexualité, mais c'est qu'ils voient dans la relation sexuelle, et là je cite Charbonneau, la relation sexuelle, le seul acte que notre civilisation n'a pas réussi à intégrer. Faire l'amour, le dernier acte spontané, la dernière nature avec la mort. De même pour Ellul, le sexe est, je cite, d'autant plus important qu'il est le facteur le plus antitechnicien, celui qui ressource l'homme dans le naturel avec le plus de puissance, celui qui assure finalement une continuité de l'homme au travers du milieu technicien. C'est dans l'éthique de la liberté, dans le combat de la liberté. Comme l'écrit d'ailleurs Daniel Cérézuel, pour Charbonneau, le mouvement même de la modernisation expose l'humanité tout entière à un risque d'une nature nouvelle. Pour échapper à la soumission originaire de la nature, les exigences du progrès conduisent l'homme à se soumettre à une seconde nature, donc l'ouvrage de Charbonneau. Il y a donc un chemin de crête pour l'humain entre la soumission originelle à la nature et la soumission à la nouvelle nature. Et pourtant, c'est justement dans ce chemin de crête que se trouve pour Charbonneau la nature. Je cite, « La personne n'aura émergé de la totalité cosmique et sacrée que pour mieux disparaître dans la totalité sociale. L'homme doit péniblement se maintenir entre ces deux abîmes, la totalité cosmique et la totalité sociale. Et c'est ce terme nature qui lui indique où est son étroit chemin. Il implique qu'elle n'est plus la divinité que nous devons adorer, ni la matière inerte dont nous pouvons user à notre guise. Qu'est-ce que la nature ? C'est le cosmos présent à la conscience, devenu objet d'une terreur sacrée, celui d'un amour lucide. » Fin de citation. Au bout de ce chemin, et en guise de conclusion, quelle conclusion en tirer pour l'éthique et pour les débats éthiques aujourd'hui ? La première conséquence pour l'éthique est de répondre à la question initiale que nous avions posée. De quoi la technique menace l'humain d'un point de vue éthique ? À la lecture d'Ellul et Charbonneau, avec la technique, ce qui est en jeu n'est pas une alternative nature artificielle, encore moins nature contre nature, mais d'un côté nature-liberté, de l'autre aliénation. Le combat de l'humain pour la liberté et la nature, et donc pour son humanité, est celui d'un volontarisme. Un volontarisme du questionnement, c'est-à-dire dans un empire du non-sens, dans une technique qui voudrait donner des sens obligatoires. C'est se battre en permanence pour le questionnement, pour l'insurrection du sens.
quand les conservateurs disent qu'il n'y a qu'à suivre une nature métaphysique, que les progressistes disent qu'il y a une technique et un progrès déifié qui nous donne le sens obligatoire, eh bien c'est en permanence poser la question du sens et en permanence poser des questions. Ainsi, à la différence de la limite défendue par les auteurs de la revue du même nom, qui serait de l'ordre d'une nature éternelle confondue avec un ordre social et métaphysique, selon Ellul, et là Patrick Chastenay l'a développé pendant son exposé, donc je cite Ellul, il y a les limites, et ici au contraire, nous sommes en présence de la possibilité, de la liberté de l'homme. La limite, c'est l'expression suprême de la liberté de l'homme qui choisit de ne pas faire ce qu'il pourrait faire. Dans un extrait de la bientôt apparaître, on espère, Éthique de la sainteté, un extrait paru dans Réforme il n'y a pas longtemps, en 2020, Ellul répète à plusieurs reprises que le respect des limites n'est, je cite, en rien observance de la nature ou d'un retour à la nature, ni religieux, ni métaphysique, mais au contraire, je cite, artificiel, puisque c'est bien l'homme qui l'a fixé lui-même. Et pour pouvoir se fixer ces limites, il faut donc se poser des questions, être dans le questionnement du sens, et par exemple les questions qui sont posées dans Combat Nature par Ellul et Charbonneau. Devant chaque projet, à quoi ça sert pour notre vivre ensemble ? Demande Ellul. Face à l'accélération du temps, à quel rythme ? Face à l'implosion de l'espace, quel est le minimum vital pour un humain ? Demande Charbonneau. Aujourd'hui, par exemple, sur la question de la procréation médicalement assistée, la question ne serait pas forcément nature contre nature, ça serait, face à la nouvelle obligation d'enfant que semble poser la PMA, qu'est-ce qu'une famille et à quel prix ? Ainsi, au bout du compte, les choses sont relativement simples. Il faut se poser des questions. Et finalement, des questions simples qui sont des questions existentielles. Parce que des questions sur à quoi ça sert pour notre vivre ensemble, est-ce qu'on a assez de temps, est-ce qu'on a assez de rythme ? Eh bien, ce sont des questions simples, mais qui pourtant sont des blasphèmes pour les tenants de l'ordre divin, comme pour les tenants du « on n'arrête pas le progrès ». Merci.